Bonjour. Voilà, donc je fais cette vidéo parce que voilà, j'aimerais rebondir sur un commentaire qu'on m'a fait sur une publication Facebook que j'ai fait et qui concernait un résumé du système de résolution d'action de Space Horror Stories, mon prochain jeu, un jeu d'horreur dans l'espace. Alors, donc on a fait la remarque que, enfin en tout cas le commentateur a fait la remarque qu'il trouvait que c'était pas intuitif du tout. Et du coup, je me suis posé la question sur la perception de ce qui est intuitif, ce qui n'est pas, qui n'est pas la même chose que compliqué ou complexe, etc. Et j'en suis venu à, finalement, alors, tout dépend de ce qu'on met dans intuitif, bien entendu. Je vais prendre comme définition qu'intuitif, c'est ce qui demande le moins d'efforts cognitifs pour être compris, qui a l'air de couler de source. Voilà, c'est plus ça en fait. Qui a l'air de couler de source et qui du coup demande pas beaucoup de ressources cognitives, donc ce qui a un intérêt, bien entendu. Voilà. Donc, de mon point de vue, est intuitif, en tout cas en termes de système de jeu. Maintenant, on pourrait discuter sur l'intuition, qu'est-ce que c'est, etc. Mais disons que est intuitif pour un système de jeu, en fait, globalement, je pense que c'est ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que n'importe quel système de jeu, si on l'aborde sans avoir jamais lu un autre système de jeu, la plupart demanderont un certain effort et ne seront pas intuitifs, justement. C'est intuitif parce qu'on connaît déjà des systèmes de jeu et que donc d'habitude on s'appuie sur ce qu'on connaît déjà, du coup c'est fluide dans la tête. Et quand ça s'appuie pas quand c'est différent de ce qu'on a l'habitude, tout de suite, il y a un certain blocage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a l'habitude qu'on comprenne tout de suite, et là on ne comprend pas tout de suite, ça demande un petit effort supplémentaire, et du coup on trouve ça pas intuitif. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le commentaire lui-même, qu'il a le droit de trouver ça pas intuitif, hein, il n'y a pas de problème. Et je peux comprendre qu'on puisse trouver ça pas intuitif d'un certain point de vue. Mais voilà, plutôt que de parler dans le vent, donc on va faire par l'exemple. Donc je vais vous expliquer rapidement donc les règles, le système de résolution de base de Space Horror Stories. Et je pense que pour comprendre les choix qui sont faits, qui peuvent paraître peut-être saugrenus ou curieux, etc., c'est important de savoir pourquoi le créateur a fait ces choix-là. Parce que des fois, des choses qui peuvent paraître saugrenues, quand on explique pourquoi, on dit, ah d'accord, ok, ah oui, effectivement, de ce point de vue-là, c'est un intérêt. Bon. Voilà. Et après, bon, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est encore d'autres questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, ça, voilà. Mais en tout cas, quand on comprend, au moins, on peut partir sur des bases solides pour pouvoir discuter. Donc, alors, la mécanique de base pour résoudre les actions à Space Horror Stories, elle est assez simple. Alors, forcément, en commençant comme ça, je prépare le terrain, mais voilà. Alors donc, quand on veut résoudre une action, elle a une difficulté qui est un chiffre. Et donc, pour savoir comment on réussit l'action, c'est voilà, on jette par défaut 3 dés à 8 faces, 3 dés 8. Alors, je vais prendre des raccourcis de rôliste, je ne vais pas expliquer ce que c'est les D8, les D10, etc. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, je prends quelques raccourcis. Voilà, c'est pas une vidéo de toute façon qui est faite pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle. Donc, voilà. Donc on lance 3 D8. Et les caractéristiques sont des seuils à dépasser. Il y a 5 caractéristiques. Donc 5 plus, c'est très bien, et 8 plus, c'est pourri. Voilà. Donc, on regarde la caractéristique qui est concernée, on jette les 3 D8, chaque dé qui fait supérieur ou égal à la caractéristique, ça fait un point de succès. Si on a au moins autant de points de succès que la difficulté, l'action est réussie. Voilà, ça c'est la base. Si une expertise, c'est un peu l'équivalent des compétences, on va dire, si une expertise qui entre en jeu, qui
qui est en rapport avec l'action, au lieu de jeter des D8, ben, on jette des D10. Voilà, donc il n'y a pas d'addition à faire et tout, juste on change de dé, quoi. Donc on jette 3 D10. Voilà. Ensuite, les bonus et malus. Alors, je pense que c'est ça qui a le plus perturbé. C'est-à-dire que, et j'expliquerai après pourquoi. D'abord, je vais expliquer ce que c'est. Donc, les bonus et malus, c'est pas compliqué. C'est très simple, en fait. On ajoute tous les bonus qui peuvent éventuellement rentrer en compte. Genre, est-ce qu'il est en tir sur une cible qui est toute près, ou comme malus, par exemple, est-ce qu'il est planqué derrière un bidon, est-ce qu'on est blessé, ça fait des malus, etc. Donc, on ajoute tout ça. Les bonus et les malus s'annulent. Et quand on a le total, ça fait du positif, 0, ou du négatif. Donc, par exemple, on a un exemple. Je suis blessé, j'ai malus de -2. Mais je suis armé, ce qui donne plus 1 au corps à corps. Donc du coup, en tout, j'ai un malus de -1. Voilà. Donc ce bonus ou ce malus, ou cette absence, mais bon, si on n'a pas, on va pas jeter de dés en plus. Donc ce bonus ou ce malus, en fait, il est représenté par des dés. C'est des dés fudge, c'est-à-dire c'est des dés avec des plus, des moins et des faces vides. Donc si c'est un bonus, on jette autant de dés. Si on a un bonus de 3, on jette 3 dés par exemple. On jette autant de dés que la valeur du bonus. Et s'il y a un plus, ça ajoute un point de succès, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les autres moins ou vides, ça fait rien. Si c'est un malus, donc si par exemple on a -2, on jette 2 dés, et chaque moins qu'il y a sur les dés enlève des succès, enlève des points de succès. Voilà. C'est tout. Donc en fait, c'est juste que... Alors, il faut savoir que la plupart du temps, sur les actions basiques, sauf blessure, il y aura assez peu de bonus ou de malus. Il y a une difficulté, on jette les dés normaux, ou les D8 ou les D10, et puis voilà, quoi. Mais bon, voilà, parfois il y a des contextes particuliers, des équipements particuliers, etc., qui peuvent éventuellement donner des bonus, ou des blessures, etc., des malus, etc. Voilà. Et à ça, il reste une dernière chose, mais après ça, vous savez quasiment jouer au jeu, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a les 2 options possibles quand on fait une action. Donc avant de lancer les dés, on peut décider de se surpasser ou de se sacrifier. Si on se surpasse, on gagne un bonus de 2 sur son action, et en échange, on pioche une carte tension. Alors, c'est un peu comme si votre niveau de tension augmentait. Ça serait comme si vous augmentiez la jauge de 1, si vous voulez. Les cartes de tension, c'est une mécanique à part, c'est pas la résolution de l'action, donc je ne l'intègre pas ici, mais voilà. On pioche une carte tension, qui représente la tension du personnage, le niveau de tension. Et l'autre option, c'est se sacrifier, donc. Et si on se sacrifie, on a un bonus de 2, comme pour se surpasser. En plus, on a 2 points de succès additionnels, gratuits, et à la fin de l'action, on meurt. Voilà, et là, pratiquement, vous savez jouer. Quoi. 2 détails, moins 2 détails en plus, mais sinon, vous savez jouer. Voilà, donc, pourquoi ces choix? Alors, déjà, je voulais qu'il y ait le moins d'opérations à faire, donc d'addition, soustraction, etc. Ce qui fait que hors bonus, malus, qui ne sont pas automatiques et pas tout le temps, il y a assez peu d'additions, et voilà, tout ce qu'on va faire, c'est à la limite ajouter des dés, etc. Mais sinon, c'est une lecture directe, c'est-à-dire on voit direct, si ça dépasse le seuil, paf, ça fait un point de succès, paf, on compte, et c'est fini. Une expertise, c'est pas un bonus, une expertise, on change de dés, donc il n'y a pas de calcul à faire quand on utilise une expertise, ce qui fluidifie le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on a deux sets de dés, un 3D8, un 3D10, 3D8 si on n'a pas l'expertise, 3D10 si on a l'expertise. Oui, voilà. Et pour la plupart des cas, ça suffit. Les bonus-malus, alors pourquoi j'ai fait comme ça? À la base, c'était des bonus-malus en points de succès. Le problème, c'est que
comme les chiffres sont assez faibles, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3 en difficulté par exemple, très rapidement, autant sur des actions autres que le combat ou ce genre de choses, des réussites automatiques, c'est pas très dérangeant, autant dès qu'on touche au combat, dès qu'il y avait 1 ou 2 bonus, beaucoup d'adversaires devenaient... parce qu'il faut savoir que seuls les personnages des joueurs jettent les dés, donc du coup là en face c'est une difficulté fixe, donc si vous aviez un ennemi avec difficulté 2, vous avez une arme, lui pas, déjà il n'est plus que difficulté 1, vous avez vous le blessez une fois, voilà, et maintenant c'est fini quoi. Bon, ça faisait vraiment pas beaucoup de niveau de bonus ou de malus quoi. Vous aviez une arme et un bonus de contexte parce que par exemple, je sais pas moi, vous aviez un avantage à cause de la situation, parce que vous étiez bien placé ou que sais-je. Bon ben voilà, il n'y a même pas à jeter les dés, il y a 0, donc c'est fini quoi. Donc du coup, ça posait un problème. Donc au départ, je pensais faire simplement des bonus et des malus en nombre de dés, c'est-à-dire que au lieu de jeter 3 dés, vous avez un bonus, vous jetez un de plus, enfin un ou plusieurs de plus, et vous en enlevez si vous avez un malus. Le problème étant toujours le même problème que comme c'est des difficultés fixes en face, et même si c'était pas des difficultés fixes d'ailleurs, c'est pas symétrique, c'est-à-dire le bonus d'un adversaire n'est pas équivalent à un malus à soi. Ce qui pose des problèmes d'équilibrage, bon, c'est un peu des stats, mais bref, il y avait ça comme problème. L'autre problème, c'est que c'était encore pire quand c'était joueur contre joueur, puisque les bonus en 2D, comme les seuils de réussite varient en fonction des joueurs, un bonus chez quelqu'un qui a une carac à 8+, par exemple, s'il utilise cette carac, est beaucoup moins intéressant qu'un bonus qui a, ou comme inversement qu'un malus. Enfin, ça n'a pas le même effet que quelqu'un qui a 5+, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin bon, bref, ça posait plein de problèmes statistiques et d'équilibrage. Et du coup, j'ai trouvé que les defates se portaient. Alors déjà, parce que c'est strictement symétrique, la mécanique est strictement symétrique, c'est-à-dire qu'un bonus pour 1, c'est exactement statistiquement l'équivalent à un malus pour l'adversaire. Et donc on peut inverser, ce qui est pratique quand on a des difficultés fixes, c'est que c'est toujours les joueurs qui jettent les dés. Parce que du coup l'autre il jette pas les dés, donc on peut pas lui mettre de bonus en dés à lui, donc un bonus pour l'adversaire devient un malus pour le joueur, et inversement si le malus pour le joueur bref, c'est toujours le joueur qui a les bonus ou les malus quoi. Enfin le personnage du joueur, et donc du coup voilà, et visuellement je trouve ça intéressant. Les plus et les moins, c'est graphique, enfin je veux dire c'est visuel. Voilà. Et sur la table de jeu, jeter des plus et des points, quand tu vois, c'est très facile à lire. Le plus c'est un bonus, le moins c'est un malus. C'est encore plus rapide à lire que les seuils de carac à dépasser quoi. Il n'y a même pas de comparatif, c'est plus, moins, ça parle tout de suite. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant, et en termes de ludique, on va dire, je trouvais que ça avait un intérêt. Voilà, et statistique et ludique. Et ça permet de séparer accessoirement ce qui est de l'ordre du contexte et de l'accessoire de ce qui est des ressources qui ne bougent pas, entre guillemets, du personnage. Mais bon, ça c'est un autre petit détail. Bref, voilà. Donc, voilà pourquoi. Il se trouve que donc cette mécanique, si elle peut paraître éventuellement pas intuitive en la lisant, permet d'être très rapide en termes de réalisation. C'est ça le principal intérêt. C'est pour ça qu'elle est pensée. C'est-à-dire qu'elle a... après, c'est un équilibre. Hein. Tout le monde a un équilibre, subjectivement un équilibre qui va être différent, mais... en gros, l'idée c'est d'optimiser au maximum pour qu'elle soit relativement fine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le juste, vous avez une carac, la difficulté on s'en fiche, c'est toujours pareil. Vous jetez, et puis voilà. Il n'y a pas de finesse, quoi. Bon, c'est un parti pris, hein, mais moi je préfère qu'il y ait un peu de finesse. Tout en conservant une mécanique de jeu qui est rapide. Alors je passe sur le fait que les combats c'est des passes d'armes, etc. Pour accélérer aussi, il n'y a pas de tour
d'initiative et compagnie, mais voilà. Donc tout le système de jeu il est pensé là-dessus, c'est-à-dire conserver un certain niveau de finesse, que souvent les systèmes rapides ont tendance à sacrifier, sans jugement de valeur, hein, c'est voilà, c'est un choix, tout en conservant une vitesse d'exécution de la mécanique importante, enfin une vitesse importante. Voilà, donc effectivement, j'ai envie de dire, comme tout ce qui est différent ou nouveau, c'est forcément, de prime abord, moins intuitif, parce que ça ne fait pas appel à ce qu'on connaît déjà. Mais de fait, de mon point de vue, le plus important, c'est pas tant que ce soit intuitif, que ce soit ergonomique. Voilà, c'est-à-dire que facile à utiliser, ce qui est de mon point de vue le cas de ce système, et qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire être rapide et ne pas surcharger, enfin ici c'est ne pas surcharger d'opérations. Voilà, il faut faire du rapide et simple et visuel. Donc lecture directe et petits chiffres, etc., etc. Pas trop d'opérations, et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo trop longue, bien entendu, ne vous aura pas ennuyé. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et peut-être à bientôt pour une autre vidéo, je sais pas, je verrai. Au revoir.